Hello tout le monde, bienvenue pour le quatrième épisode de mon podcast Sans tabou de Lady. Alors aujourd'hui, j'ai à mes côtés Ismaël Zouedom. Bonjour Ismaël. Bonjour Lydie. Alors Ismaël est venu aujourd'hui, on va parler de l'échec entrepreneurial, euh, qui est un sujet un peu tabou, hein. Ismaël a un parcours assez atypique. Je vais essayer Ismaël de se présenter. Oui, je suis Ismaël Zouetom, donc je suis ingénieur informaticien de base et j'ai travaillé 5 ans dans le conseil. Ensuite, j'ai créé une première start-up qui a échoué et on va en parler justement. De la suite, je te donnerai les détails et aujourd'hui, j'ai lancé une nouvelle entreprise après l'échec de la première. D'accord. Donc, pour reprendre un petit peu le contexte, l'échec en partie, c'est un sujet, comme je disais, c'est un sujet qui est plutôt tabou. Dont... Surtout en France. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. C'est un sujet tabou dans la culture française Et africaine aussi. et africaine aussi. Donc on parle beaucoup des succès, on parle beaucoup de ceux qui ont réussi, mais on parle très peu de ceux qui ont échoué. Et je pense qu'on peut apprendre en fait de ceux qui ont échoué. On peut apprendre de votre parcours. Donc c'est un peu pour ça que je veux qu'on en parle. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Ismaël, je te laisse un petit peu raconter, mais vraiment de manière brève, ton parcours entrepreneurial à ceux qui ne te connaissent pas. Donc oui, effectivement, comme je le disais, j'ai quitté Microsoft après 5 années d'expérience professionnelle en 2010, octobre 2010, pour créer eDispo, ma première start-up. Donc en 2010, on démarre en grande pompe avec un concours de start-up qui réunissait effectivement Steve Ballmer et une opérateur des business angels français. Donc on démarre avec une première levée de fonds en début 2011. Donc on va sur 8 mois de développement de ce qu'on imaginait comme premier besoin, qui était une sorte de Doctolib. Doctolib n'existait pas à l'époque, Doctolib de tous les métiers. Donc on a développé une superbe plateforme avec plein de choses dépensées, presque 500 000 euros. Avoir une équipe de 12 ingénieurs qui travaillent sur le projet et se rendre compte, 8 mois après, que la plateforme, on pensait qu'il devait avoir des millions d'utilisateurs. Rien. Et donc là, ça redescend. Et puis, donc on est quasiment fin 2011. Et c'est un parcours un peu, là on commence à essayer de trouver des solutions. Il y a 3 mois, il nous reste 3 mois de crédit, je me rappelle encore, j'ai la chance d'être envoyé dans la Silicon Valley pour une immersion de 2 semaines par un de mes investisseurs. Et donc je reviens de la Silicon Valley et je dis, bon, on met toi à la poubelle. Donc j'ai appris la parodie de startup, on va revenir dessus. Et en un mois, on lance un premier pilote de ce qu'on appelait Sarah. Et donc Sarah, c'était vraiment une deuxième version. Le besoin n'avait pas changé parce que le besoin de base, c'était de dire, je veux permettre, je voulais prendre rendez-vous avec un médecin, un dentiste, j'ai passé 14 coups de fil. Je me suis dit, s'il y a une plateforme, donc aujourd'hui Doctolib, c'est ça, mais c'était de dire, on a ça sur le restaurant, on a ça sur le salon de coiffure, et donc l'idée, le besoin était là, c'était le confort, le gain de temps. Mais la solution qu'on avait apportée ne correspondait pas aux attentes du utilisateur. Donc on était sur le même besoin, et généralement le besoin ne change pas. Et on a apporté une deuxième solution qui était Sarah. Donc Sarah, une assistante particulière virtuelle qui vous décharge de toutes les tâches du quotidien. Donc je reprends mon cas. Au lieu d'aller sur un site internet ou sur un moteur, cliquer comme on le fait aujourd'hui avec Doctolib même, je demande à Sarah, je dis à Sarah, écoute, voilà mes disponibilités, tu me prends rendez-vous avec le médecin. Sarah, je cherche un cadeau original pour ma belle-mère. Sarah, je organise mon voyage. Donc on a testé, et justement la différence, la première expérience, Sarah, on l'a lancé, on n'a pas attendu 8 mois, avec moins de budget, parce qu'il nous restait 3 mois de réseau. On a lancé un pilote, la première version était vraiment, j'ai encore honte, mais ça nous a permis de valider, et on pourra en parler justement, ça nous a permis de valider un peu rapidement qu'il y avait une appétence du marché. Et puis, ça a été ce qu'on parle d'un succès, avec plein de clients, effectivement, NCM. Donc ça nous a, on va dire, pendant 3 ans, 4 ans, on n'était pas à l'apogée, monter 1,5 million de chiffre d'affaires, de 0 à 25 salariés. Donc et pour différentes raisons que j'ai expliquées dans l'article que j'ai publié, justement, où je dis les erreurs qu'on a commises, le recul de jeunesse entrepreneuriat, pour différentes raisons, ça a fait ça. Et puis, donc, fin 2017, on commence déjà à avoir quelques difficultés à renouveler certains contrats.
on réfléchit à ce que c'est le business model et progressivement, et puis en 2019, mai 2019, liquidation. Et donc voilà, après ça a été, on pourra en débattre, ça a été un long parcours. Si on revient justement dans ton parcours, en fait, si c'est en 2010, c'est ça? Oui, 2010, dans 9 ans à peu près. D'accord, donc en 2010, tu lances un premier projet, Edispo, qui au bout de combien de mois? Au bout de 8 mois, on teste là, on développe, on lance. Tu as déjà un premier échec. Produit. Oui, voilà. Exactement. Donc tu as une idée, en tout cas, qui était très belle, qui d'ailleurs justement t'a permis de lever des fonds, 1 million de dollars, ouais, wow. C'est impressionnant, qui t'a permis d'aller à la Silicon Valley, et au bout de 8 mois, premier échec produit. Et tu as quand même eu des leçons de ton premier échec. Oui, effectivement. Après avoir justement eu cette première expérience-là, tu ne baisses pas les bras. Et on repart sur Sarah. Tu repars. En apprenant justement tout de suite. Échec, tu te relèves, tu repars, tu lances Sarah. Voilà. Et puis Sarah fait, effectivement. Et Sarah dure plus longtemps. Plus longtemps, oui, et nous apporte. Comme je dis, on passe de 0 à 25 salariés. Voilà. Donc Sarah qui a duré une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années, on était présents sur 4 continents, États-Unis, Afrique, Europe. Mais avec beaucoup moins de fonds que... Oui, effectivement. En tout cas, pour lancer, après on s'autofinançait puisque c'était des contrats. Mais c'était du coup, de ton échec, tu as, entre guillemets, valorisé, en tout cas, tes connaissances, on va dire... Même la culture de la boîte, on a changé, tous les associés, on a changé complètement de culture. Très peu de fonds. Oui, tu as réussi à faire quelque chose qui était durable. Exactement. Ça, c'est déjà une bonne chose que j'ai Oui, souvent les fonds, souvent beaucoup de startups qui lèvent même souvent beaucoup d'argent, sont souvent des échecs parce que souvent, quand on a beaucoup d'argent, peut-être on prend certaines décisions, peut-être. Et effectivement, le fait qu'on était à 3 mois de trésorerie fermée, donc avec je me rappelle de certains associés qui pleuraient. Là, ça change aussi. Vous êtes plus en mode survie. Et du coup, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment l'instinct de survie qui nous a amené Sarah et d'avoir ce qu'on pourrait dire de succès à cette époque. D'accord. Après le succès, on n'a pas souvent, on a fait quelque chose qui existe dans beaucoup de startups, c'est la gestion de la croissance. La gestion de la croissance, beaucoup souvent croient, et il y a plusieurs, on pourra en redébattre, mais c'est un cas typique de plusieurs startups, c'est comment on gère une fois qu'on a prouvé effectivement que le marché est bon, comment on gère la croissance, comment on passe de 0 à 25, de 0 à 1,5 million de chiffre d'affaires, ça ne se gère plus différemment, il y a d'autres ressources à intégrer, et donc je pense qu'on a mal géré. Au-delà, moi je dis il y a 2 raisons. Interne et externe. Externe, c'est le marché, le business model qui n'était pas très clair. Interne aussi, c'est les équipes. Peut-être, effectivement, c'est un débat qu'on a déjà eu. Est-ce que les équipes qui ont créé souvent sont les équipes faites pour gérer la croissance? C'est un débat. Alors moi, ton expérience m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça me permet d'apprendre sur le plan de l'entrepreneuriat, mais aussi sur le plan personnel. Mais si je reviens sur le plan de l'entrepreneuriat, la partie intéressante, c'est que effectivement, ce que j'ai cité tout à l'heure, l'échec, le rebondissement, ainsi de suite. Mais l'autre partie intéressante, c'est la gestion dans les cas critiques. C'est par exemple sur la fin de vie de Sarah, de ton dernier projet, comment tu l'as géré, c'est-à-dire la période où tu étais en échec. La perception des gens, par exemple. C'est-à-dire que nous, les gens de l'extérieur qui te connaissaient, entre guillemets, on avait une vision de, une société qui est, entre guillemets, en phase, nous on se disait qu'il était en phase de croissance, qui était pleine d'avenir. Et toi, dans ta connaissance, où tu sais que... petit à petit, voilà, le truc est en déclin. Pas renouveler. Exactement. Donc comment tu l'as vécu justement? Parce que c'est la vie d'un entrepreneur en fait. Je pense qu'il y a 2 phases. Il y a une phase, effectivement, comme tu dis, moi je crois, je suis très optimiste, et il y a ce que c'est un peu la même chose qu'on a eu même avec Sarah, c'est que surtout quand on a une boîte qui vend à des entreprises, il y a ce que j'appelle pas donner des mauvais signaux à l'extérieur, parce que, et c'est pour ça que je disais à tous mes employés, même si c'est difficile, il faut contrôler vraiment la communication externe. Pourquoi? Parce que si une boîte se dit, il y a un risque sur telle société, elle ne va pas signer le contrat, alors que c'est ce contrat qui peut vous permettre de rebondir. Donc c'est très important d'avoir quand même toujours, même quand il nous restait 3 mois, on était en train de signer un contrat quand même avec Renault,
Mais si on avait dit à Renault qu'il nous reste 3 mois de trésorerie, ils n'auraient pas signé. Or, le contrat avec Renault nous a permis à rassurer certains investisseurs, à rassurer même, ça nous a fait une référence, même si ce contrat ne générait pas beaucoup, mais ça nous a servi de référence pour signer des contrats plus importants. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, donc, il y a cette phase-là où, pour moi, il faut, même dans les moments difficiles, je pense maintenir le cap. Et une chose que je n'ai pas beaucoup, et que ça, c'est un des enseignements, c'est vraiment d'être transparent avec les employés. Ça, la communication, elle était un peu floue, on ne communiquait pas forcément, donc ils voyaient souvent des retards de salaire, donc ils comprenaient parce que les employés ne sont pas mains. J'ai appris quelque chose récemment, quelqu'un qui disait, avouez vos faiblesses et vous devenez invincible. C'est-à-dire quand vous partagez avec les salariés, finalement, vous allez voir qu'ils peuvent même vous apporter des solutions parce que voilà, vous le vivez aussi et ça vous libère aussi parce que vous vivez différemment. En fait, tu ne portes pas le poids seul. Voilà, ça. Et donc, il y a une deuxième phase quand même qui est très difficile, c'est que, c'est que quand vous passez 0 à 25 et que voilà, il faut se séparer de gens. Donc, c'est très compliqué parce que voilà, le licenciement, voilà, c'est compliqué. Il y a la gestion aussi des fournisseurs qui vous mettent de la pression parce qu'il y a tel paiement. Il y a la gestion aussi, même, en ce moment-là, il suffit qu'un client ait un retard de paiement, on avait des retards de paiement de 3 mois, des choses comme ça. Donc, énormément de stress et donc on porte tout ce stress. On porte le stress parce qu'on devient un père, un chef d'entreprise, c'est un peu un père de famille parce que les salariés sont un peu. Alors on porte la responsabilité de ces salariés. Je pense aussi ça, et donc, les retards de salaire, les gens doivent payer le loyer, donc c'est un stress qu'on prend qui est lourd et je crois que c'est aussi ça pour cela que peut-être beaucoup d'entrepreneurs, là on va revenir sur le personnel, ce poids-là qu'on porte, c'est très difficile. On va ramener forcément ce stress à la maison et donc c'est pour ça que beaucoup de taux de divorce chez les entrepreneurs est très élevé par rapport à la normale. donc oui, et donc oui, la fin est assez difficile, mais je dirais surtout, je pense que c'était aussi le poids de 10 ans et que je voyais surtout que, indépendamment c'est-à-dire la première fois, on avait trouvé les ressources, cette énergie de repartir, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qu'on avait peut-être bien fait, on a appris. Mais là, il y avait aussi la fatigue, c'est-à-dire il y avait la fatigue des 10 ans, et je pense que j'étais arrivé à un stade où, donc, je me rappelle le dernier mail que j'ai envoyé à mes investisseurs, j'ai dit, bon, écoutez, là, l'URSSAF nous demande 300 000 euros, si on n'a pas 300 000 euros, donc certains investisseurs m'ont contacté, c'est le moyen social. Mais moi déjà, je pense que je n'avais plus l'énergie. Donc j'ai un peu laissé couler, et puis ça s'est fait, et puis voilà, ça a été un peu après une période difficile, je peux dire de 18 mois, difficile, mais vécu différemment aussi. Donc on va dire post-liquidation, je crois que chaque chef d'entreprise, 10 ans, c'est beaucoup, c'était un peu mon bébé. Dispo et donc voilà, c'était un peu difficile, on pourra en reparler, je sais pas si on a déjà justement, c'est un peu la transition, on a vu, moi ce qui m'intéressait, donc je t'ai dit, c'était vraiment ta gestion sur le plan de l'entrepreneuriat, aussi mais ta gestion sur le plan personnel, comment tu l'as vécu sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan... Sur le plan personnel, je pense qu'effectivement vers la fin, comme je disais, communication externe, moi j'ai toujours effectivement dit, c'est pour ça que beaucoup d'amis, même je pense que quand j'ai écrit l'article récemment, c'est là où certains amis m'ont appelé, ils ont dit, mais je ne savais pas que c'était fermé. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas Ismaël a fait un sort de lettre ouverte, post-mortem comme on appelle. Exactement, j'ai trouvé ça très très intéressant parce que très peu de gens se livrent en fait. C'est qu'on vit souvent ces échecs-là un peu dans l'ombre. Et donc, il a fait un mail explicatif de tout son parcours, dès le départ jusqu'au déclin. Un très très long mail avec des vidéos, on raconte un peu toute l'histoire, tous les cycles de vie, comme je dis. Une start-up, c'est comme les montagnes russes, des hauts et des bas, et on montre un peu, on a décrit effectivement le lancement, on est excité. Après, le premier échec, après on repart, et là, le succès, et puis, normalement, on doit faire ça, mais ça a été bon, pas quand même, c'était quand même un petit peu, et puis, donc, comme je disais, vers la fin, effectivement, Esther a eu beaucoup d'amis, je n'ai pas communiqué sur beaucoup d'amis. Maintenant, personnel, je pense qu'on ramène forcément un stress, donc après, différence, je ne vais pas dire que c'est ça qui a entraîné forcément le divorce de personnes, mais ce qui est sûr, c'est que le taux d'échec, le taux de divorce chez les entrepreneurs
avec A élevé parce qu'on portait énormément de stress et que quelque part on ramène ce stress à la maison. Mais c'est vrai que bon, moi je suis assez, voilà, en termes de communication, il y a à améliorer parce que justement je garde beaucoup de choses, j'encaisse beaucoup de choses sur moi et je pense que l'article m'a justement aidé dans ce sens. Donc c'était aussi pour moi, je donnais à la communauté, mais en même temps ça me guérissait aussi un peu. Et après, donc du coup on en a une phase, donc moi je suis passé dans une première phase vraiment repli sur soi parce qu'on a honte. Dans l'investissement de l'e-dispo, là, des premières phases, j'avais fait ce qu'on peut appeler aujourd'hui le crowdfunding, donc c'est-à-dire faire entrer la famille. Je crois qu'il y a même un politique de ma maman qui ne comprennent pas le prix de l'argent. Donc ils sont là, notre agence, c'est comment? Donc, on ramène un stress chez la maman, on ramène chez les amis, donc on paye la compte. Donc, il y a quand même cette honte-là que c'est dur, donc il y a un premier repli sur soi. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus et c'est l'une des choses que j'ai appris et que bon, je ne répète pas dans ma nouvelle société. Mais l'idée, c'est qu'il y a cette phase où on a honte, donc vraiment le noir complet, donc on s'enferme à la maison, on ne veut plus. Enfin, déjà vers la fin, j'allais moi au bureau parce que je fuis un peu des employés parce que voilà. Donc là vraiment c'est le coup noir. Après moi j'ai vécu vraiment, on fuit un peu les amis, ceux qu'on connaissait avant, même la famille. Pourquoi? Parce que ça c'est la phase de déni, souvent où justement on veut pas des gens qui vont vous rappeler ça et puis donc chacun le vit différemment. Moi ça, effectivement je suis passé par ces phases-là dans la dépression où il y a du déni. Après, il y a une phase, effectivement, où on essaye de fuir ces problèmes de différentes façons. Bon, moi, je faisais, par exemple, beaucoup la fête maintenant parce que ça m'évadait, ça me permettait d'oublier un peu ça. Donc, ça a été cette période, mais j'ai énormément appris parce que, effectivement, moi, j'ai remis tous mes économies. J'ai vendu mon premier appartement, une bonne partie, j'ai remis sur dispo. Donc, pas de sous. Donc, du jour au lendemain, vous passez le statut de président fondateur, comme on m'appelait, où on vous a vu dans les médias camerounais, la télé, au Bill Gates africain. Donc, ça, et puis les gens ne sentent pas toujours ça. Et puis, bon, je gérais de différentes façons, mais ça m'a énormément appris aussi parce que finalement, on voit aussi les vrais amis. Les personnes, on voit aussi sa capacité personnelle de se dire, est-ce que, à un moment donné, quand moi, je dis que j'ai une qualité de rassembler les personnes, est-ce que ce rassemblement était lié au fait de l'argent? J'ai vu que non, je ne pouvais avoir rien dans la poche. Tant les amis vont m'inviter. Souvent, j'avais rien à manger. J'ai un ami qui m'appelle, oui, est-ce que je t'envoie? Donc, voilà, j'ai vécu, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, mais c'est difficile parce que, voilà, mais je voulais rien faire. Donc, vers la fin, j'ai essayé peut-être des jobs donc j'ai tenté des entretiens chez Microsoft m'a contacté pour venir, Facebook et Amazon, mais bon. Eux, j'ai passé tous les échelons, mais au dernier entretien avec le Big Box, c'était toujours, je pense qu'ils sentaient que je n'étais pas encore prêt pour le salarié. Je n'étais pas prêt pour. Ils me disaient, mais tu as 10 ans, tu as géré des gens, tu vas venir ici, on va te dire remplir du chèque, et nous-mêmes, ça nous fait chier, et tout. Donc finalement, et le confinement est venu, et finalement, je pense que c'est là où je dis, bon, malheureusement, les gens ont perdu des vies, des personnes proches. Mais pour moi, ça a été vraiment un peu le déclencheur. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que je pense qu'on courait beaucoup pour tout le monde. On courait beaucoup. Et finalement, on nous a dit stop, on va vous garder un peu à la maison. Quelques temps, réfléchissez. Comme j'ai dit aux gens, écoutez vos voix intérieures. Et pour moi, ça a été l'occasion de commencer à faire du coaching autour des échecs, et le fait de parler aux gens en virtuel. Donc, j'ai commencé ces conférences. Ça a commencé à m'aider. Je commençais à me dire, du coup, parce que pendant ces conférences, en privé, du coup, je commençais à dire oui, j'ai fait mes dispos, j'ai raconté déjà avant l'article, et puis l'article a été un peu de le partager à toute la communauté, aussi bien français, parce que j'ai eu beaucoup de retours effectivement d'entrepreneurs français, israéliens et tout, mais aussi Afrique, parce que je viens d'Afrique et que pareil, la perception de l'échec là-bas aussi, et on a un impact quand on réussit, on a un modèle pour beaucoup d'Africains, donc le fait d'être ouvert et de dire on peut échouer aussi, et n'ayez pas peur de l'échec, on pourra en parler après. Donc j'ai beaucoup appris de cette expérience et c'est pour ça que l'article aussi allait dans ce sens et ce que j'ai dit dans l'article, je l'applique aujourd'hui dans la nouvelle aventure. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un sacré beau parcours. Moi, je pense que c'est un beau parcours. Parce qu'il y a pas mal de leçons. Oui, et puis aujourd'hui, je considère plus comme, je prends Oprah Winfrey qui disait je n'ai jamais connu d'échec, je n'ai connu que des leçons épouvantables. Donc c'est vrai que l'échec, c'est juste des leçons,
Le plus important, c'est de ne pas, moi je dis aujourd'hui à mes équipes, non, échouer déjà, oui, vous pouvez échouer, le plus important c'est de savoir pourquoi vous avez échoué, apprendre de ça, et puis corriger le coup d'après, et donc d'échec en échec, on arrive à le succès. D'accord. Mais du coup, si on te dit aujourd'hui, Ismaël, est-ce que si on te donne un bâton magique pour te dire repars en arrière, qu'est-ce que tu vas changer sur tout ton parcours? Je pense que si cette baguette magique me dit avec ce que j'ai déjà appris aujourd'hui, je repars en arrière, je vais faire différemment. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec Agar. Maintenant, si on me dit... Donc tu vas changer quelque chose? En fait, ce que je dis, c'est que si j'ai l'enseignement que j'ai eu ces 10 ans, mais si on dit vraiment on repart en arrière, c'est comme si tu parlais de zéro. Donc moi, je trouve que j'ai vécu ces 10 ans malgré ce qu'on peut dire échec ou leçon. Épouvantable parce que c'était difficile et difficilement. Par contre, je pense que non, je regrette rien parce que j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai vécu des expériences incroyables, aller dans la Silicon Valley, rencontrer, même déjà le lancement, voir Xavier Niel, Jacques-Antoine Rajon, qui restent aujourd'hui des personnes que je côtoie qui ont réinvesti même dans ma nouvelle boîte. C'était un Fabrice Guilda, par exemple, qui est l'investisseur le plus actif au monde. Donc, c'est des gens en plus qui m'ont aussi beaucoup aidé dans cette direction, c'est-à-dire autant, effectivement, c'est un qui avait investi son m'ont dit, oui, Ismaël, je fais comment? Autant ces personnes qui ont perdu des milliers d'euros de centaines, qui me disaient, non, c'est pas grave, Ismaël, l'échec, ça fait partie, et si tu as ton nouveau projet, eh bien, on va investir, parce que nous, on préfère investir sur quelqu'un qui a déjà échoué. Je suis tellement serein je me sens armé, c'est pour ça que je suis reparti dans cette expérience, et je n'ai pas peur de l'échec, parce que mais ce que je dis, c'est, il faut échouer rapidement, par contre, il ne faut plus attendre 10 ans. Échouer rapidement. Voilà, fail fast, comme j'ai dit, tout succès. Ok, donc en gros, tu conseilles à tout le monde d'échouer. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut se lancer dans, en fait, il y a un gars qui disait votre peur, votre envie de réussir doit être plus forte que votre peur de l'échec. Exactement. Donc, il faut se dire, il faut avoir cette culture de dire, l'échec, c'est pas grave, mais comment je mets en place des outils pour échouer rapidement, apprendre rapidement et donc tester et aller vers le succès. Ok, en tout cas, ça a l'air très... Non, mais c'est très intéressant. Vas-y. Bah, du coup, si tu as un petit mot, entre guillemets, de sagesse par rapport à ton expérience, par rapport à tout ce que tu as appris, un petit mot... Je reprendrais cette phrase, ou alors François Mitterrand disait, si je ne me trompe pas les mots, c'était de dire ce qui est pire, le pire dans l'échec, c'est pas tellement l'échec en soi, c'est effectivement l'enseignement qu'on y tire. C'est toujours ça, c'est reprendre ce que je dis, c'est que l'échec, généralement, c'est la transition vers le succès. Le plus important, c'est, comme je le dis, échouer rapidement. Et c'est vraiment une culture que je pousse aujourd'hui, même dans mes équipes, c'est échouer, tester, échouer rapidement pour apprendre. Et cette culture-là va vous faire prendre des risques, tester des choses très rapidement et justement aller penser out of the box et aller vers le succès. Ok. Bah, écoute, je te remercie, Ismaël. Mais en tout cas, moi, je suis très contente déjà de faire cet épisode avec toi. Je trouve que c'est très, très, très courageux. Parce que déjà dans notre communauté africaine, c'est très, très rare que quelqu'un admette ses échecs publiquement. Tu l'as fait dans la lettre. Face à une caméra. et aussi que quelqu'un parle, entre guillemets, sans tabou. Comme émission. Parle sans tabou de tous ces sentiments-là qui t'ont accompagné dans ton parcours, la honte, le déni. Les amis qui te fuient. Voilà. Et aussi les bons sentiments, l'humilité. Et je trouve ça très intéressant. Donc, du coup, je te remercie en tout cas pour merci de m'avoir invité. D'avoir accepté. Et moi, je te souhaite beaucoup, en tout cas, comment dire, je sais pas c'est quoi l'expression, c'est bon vent. Oui, on dit bon vent, et puis comme je vais faire un peu de pub, n'hésitez pas à aller regarder. Je sais que tu as un nouveau projet actuellement, je te laisse en parler rapidement. Oui.
Et de mon expérience Pour à moi, parce que clôturer. généralement on dit que les beaux succès, c'est ce que je souhaite à Aga, partent souvent des besoins personnels. Donc, comment j'ai vécu ce rebond, je me suis dit, bon, moi, je me suis peut-être discipliné, c'est arrivé seul, mais peu de personnes ont cette capacité, lorsqu'ils sont dans des difficultés, à rebondir, quel que soit le cas. C'est pour cela que Aga, le nouveau projet, Sarah est morte, elle a laissé naissance à Aga. Et le but d'Aga, c'est d'être une oreille, une écoute, une oreille attentive, une amie virtuelle, une sorte d'ange gardien, dont le but est de vous écouter d'un 4 sur un 7 jours sur 7, vous comprendre et identifier vos douleurs et vous accompagner dans la réussite des différents défis de la vie. Vous sentez mal, burn-out, dépression, prise de poids, dépendance à l'alcool. En tout cas, c'est une écoute attentive, sans jugement et dans la confidentialité. C'est cette amie que vous appelez à 3 heures parce que vous vous sentez mal, vous avez mal dormi. Et elle, comme elle a énormément de bases de connaissances, elle saura vous trouver toujours peut-être la bonne solution ensemble avec notre réseau de spécialistes. Donc, www.agacare.io. Ok, on souhaite bon vent à Aga. Merci. Et j'ai hâte qu'on refasse un épisode pour parler aussi des succès d'Aga. Et je pense que de là, on apprendra aussi quelque chose, comme moi. J'adore apprendre, donc c'est toujours intéressant. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris un petit peu de votre temps pour nous regarder, pour nous écouter. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt.